16h-17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. À partir de plusieurs dates clés de sa vie, il va vous raconter son parcours, ses passions, donc son histoire. Mais les clés d'une vie, ce sont aussi d'autres histoires liées à votre vie. Allez, grâce à ces clés, j'ouvre maintenant la porte à vos souvenirs. Après des études très sérieuses, il a choisi de ne pas se perdre en conjoncture. Ne pas être considéré par certains comme de la bonne graine ne l'empêche pas de revendiquer haut et fort son grain de folie. En se transformant en voisin, il est devenu un proche pour des millions d'entre nous. Bonjour Thierry Samitier. Bonjour aux auditeurs. Et ils sont nombreux et ils vous écoutent avec passion et vous regardent d'ailleurs avec passion. Le principe de cette émission, ce sont les dates clés de votre vie pour mieux vous connaître, puisqu'on vous connaît à travers la télé, les spectacles et d'autres choses. Et je suis parti de 4 dates clés de votre vie. Et la première, Thierry Samitier, c'est le 11 septembre 1983. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Alors je vais vous aider, c'est une rentrée universitaire. C'est possible, 11 septembre 83, alors il est possible que ce soit le début de mes études d'économie, c'est ça ? Vous êtes inscrit à un DEA Finance à la Sorbonne à Panthéon 2, c'est étonnant. Tout très exactement, ouais, tout à fait. Ma DEA est exactement de monnaie finance banque. C'était la suite, j'allais dire logique, de la maîtrise de Sciences Éco que je venais de faire à Paris 2. Alors comment êtes-vous arrivé, vous qu'on connaît comme humoriste, à la finance et à Sciences Éco, Thierry Samitier ? Simplement, on reste dans un conditionnement parental sécuritaire. C'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de transgénérationnel là-dedans. C'est-à-dire que mes grands-parents étaient des petits paysans qui ont souffert de la misère, de la famine, de plein de choses. Et donc ils ont été très fiers d'avoir un fils, c'est-à-dire mon père, fonctionnaire. À l'époque, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que ça garantissait la sécurité financière, la sécurité tout court. Et donc, de façon logique, j'ai suivi, je dirais, une voie sécuritaire alors que j'adorais la poésie, j'adorais Brel, j'adorais Brassens. À 15 ans, j'ai demandé une guitare parce que j'adorais Brel. Voilà, j'adorais non seulement leurs chansons, mais aussi leurs interviews. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de conscience dans ce qu'il disait. Brel, par exemple, disait dans ses interviews qu'il avait le choix en fait entre la sécurité et ses rêves, et que s'il était resté dans le bureau de son père, il aurait vieilli très vite. Et moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je suis devenu économiste, c'est que si je restais entre 4 murs devant des chiffres, j'allais vieillir très vite et pour rien. Voilà. Alors, Brel, il y avait donc l'entreprise familiale de carton près de Bruxelles. Et un jour, il a dit « je m'en vais ». Il a pris un billet de 3e classe, c'était quelque chose, pour venir à Paris. Il a tenté sa chance, personne ne voulait de lui. Et il a vécu dans une chambre de bonne à Pigalle pendant des mois avec vraiment 3 francs 4 sous. Oui, et d'ailleurs, il a une phrase magnifique quand il a arrêté sa carrière. Le journaliste lui disait « mais enfin, monsieur Brel, vous ne pouvez pas arrêter comme ça et laisser tomber votre public ». Et il a répondu « c'est drôle parce que personne ne veut que j'arrête et personne n'a voulu que je commence ». Oui, il a dit ça dans une interview avant d'arrêter en 1966. Et à l'époque, il écrivait ses chansons debout sur un chevalet pour souffrir, pour vivre ses chansons telles qu'il voulait les interpréter ensuite. Oui, comme Victor Hugo d'ailleurs. Alors, votre père était fonctionnaire dans quel domaine ? Alors, il était fonctionnaire, il était instituteur et il est devenu ensuite conseiller pédagogique en éducation physique. Et pourquoi vous êtes-vous tourné, vers la finance, Thierry Samitier ? C'est assez compliqué, c'est-à-dire que j'ai eu une première carrière de musicien en fait, et puis j'ai eu des problèmes auditifs, c'est-à-dire j'ai eu des grosses pertes au 4000 parce que je faisais de la clarinette et j'en faisais énormément. Et donc à un moment j'ai eu l'otorino qui était un grand otorino parisien m'a dit vous avez le choix de continuer et de devenir sourd ou de faire autre chose. Et puis après avoir réfléchi, j'ai décidé de faire autre chose et donc j'ai embrayé sur des études d'économie. Et malheureusement au bout de quelques années, ou heureusement, je me suis rendu compte que c'était pas mon âme, c'était pas ma voix, c'était pas mon être en fait. Oui, mais ça a quand même pas mal marché puisque vous avez obtenu votre diplôme en 88 avec une mention bien. Oui, tout à fait. Donc vous étiez un élève sérieux et travailleur. Oui, et puis j'ai été économiste, j'ai fait de la prévision conjoncturelle. Qu'est-ce que c'est ? En fait, la base, c'est de faire des prévisions économiques, par exemple sur les variables comme les taux d'intérêt, les taux de change, comment on va évoluer la masse monétaire, comment on va évoluer la production dans les temps qui viennent. Et puis, d'une certaine manière, c'est assez intéressant. D'ailleurs, au 19e siècle, beaucoup d'économistes étaient philosophes, comme Adam Smith, Stuart Mill. Et au 20e siècle, les économistes sont devenus des mathématiciens parce que on travaille sur des systèmes macro
macroéconomique extrêmement complexe. Donc voilà, l'économie a changé, mais à la base c'est quand même, je trouve, une matière intéressante. Et vous avez travaillé dans un centre de conjoncturel. Oui, tout à fait, de prévision conjoncturelle, tout à fait. Vous avez travaillé longtemps là-bas ? J'ai travaillé 2 ans, voilà. Et puis un jour, vous avez dit j'en ai assez. J'en ai assez, on en a eu assez mutuellement avec mon directeur, hein. C'est-à-dire que ça a été complètement réciproque, hein. Donc voilà, qu'on n'est pas à sa place, en fait, forcément à un moment ça pète. C'est-à-dire que vous aviez tout prévu, sauf que vous alliez changer d'orientation. Voilà, exactement. Mais d'autres stars ont fait des études, et je ne sais pas si vous le savez, Thierry Samitier, Arnold Schwarzenegger, avant d'être un grand acteur, a été une grosse tête, c'est-à-dire il a eu 3 doctorats en lettres humaines, en gestion des affaires et en économie. Oui. Et après, il est devenu acteur. Donc, ça sert ce genre de formation quand même. Bah, complètement. Et puis, tout à coup, il s'est mis à faire de la muscule. Moi, j'en ai pas fait assez pour faire ses carrières, mais en tout cas, oui, certainement que ça forge, ça forge quand on a envie de quelque chose. Je pense qu'il s'est beaucoup investi là-dedans. En fait, je connais pas la vie de Schwarzenegger, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes comme François-Xavier de Maison, par exemple, qui a été, lui également, je crois, dans Golden Boy, voilà. D'ailleurs, on a actuellement un futur président qui a été Golden Boy. Enfin, je veux dire que la finance peut mener à tout, en fait. Ah oui, à condition d'en sortir, ce que Exactement. vous avez fait. Mais est-ce qu'il vous est resté des traces dans la rigueur du travail lorsque vous écrivez des sketchs ou des films? Est-ce que ça vous sert ce que vous avez fait dans vos études, Thierry Samitier? Peut-être qu'il y a une notion d'exigence ou de perfectionnisme, bien que le perfectionnisme puisse être aussi une faille, hein. Mais je pense que de toute façon, tout le parcours qu'on a nous aide. C'est un continuum, et puis rien n'est au hasard, en fait. Je pense que oui, ça m'a certainement aidé. Vous avez commencé donc l'écriture de chansons et de poèmes en sortant de l'administration. Voilà, c'est ça. Comment c'est venu ? Au départ, j'écrivais des chansons parce que j'étais encore une fois fan de Brel, Brassens, Barbara, Piaf, et donc j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Claude Lemel, oui. Et qui était un éminent auteur notamment et qui l'est toujours, hein, de Jodassin, de Reggiani. Il a écrit La fille aux yeux clairs, il a écrit L'été indien avec Pierre Delanoë, il a écrit les plus grandes chansons, enfin avec Pierre Delanoë de Jodassin. Ça a été un auteur fantastique et un homme aussi vraiment charmant et très humain. Et donc il avait dans sa maison rue de l'Armée d'Orient dans le 18e, il réunissait quelques auteurs et en même temps il recevait des artistes, et j'ai eu la chance de croiser Henri Salvador, beaucoup de Charles Aznavour, Michel Fugain, Pierre Delanoë qu'on a invité moult et moult fois parce qu'ils étaient très copains. Voilà, des auteurs exceptionnels, des compositeurs. Et puis en fait à un moment j'ai transformé mes chansons en sketch parce que je trouvais que c'était plus ma nature de rire de mes blessures que de les cultiver au premier degré, en fait. Mais Claude Lemel, qui vient de fêter ses 50 ans de chansons, a commencé grâce à Jodassin. Il était à l'époque élève du Petit Conservatoire de Mireille. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ensuite il a voulu transmettre en créant des ateliers dont vous avez fait partie, Thierry Samitier. Et un jour, Dassin du téléphone lui dit, voilà, j'aime bien votre écriture, est-ce que vous pourriez me faire une chanson ? Et sa première chanson, c'était la phase B des Dalton. Ça s'appelait Hello Hello. Ça a été un succès de l'été. Et ensuite, ils ont beaucoup travaillé. Il n'y a eu qu'un problème entre Dassin et Lemel et Delanoë. C'est quand il a écrit Il était indien avec Pierre Delanoë. Dassin ne voulait pas entendre parler de Marie Laurencin. Il pensait que ça n'intéresserait personne. Oui, tout à fait. Et je crois que c'était une idée justement de Claude Lemel et les autres. Enfin, Jodassin trouvait ça un peu élitiste, etc. Et Claude Lemel est tout fier de dire j'ai casé Marie Laurencin. Quel genre de chansons écriviez-vous à l'époque, Thierry Samitier ? Moi j'étais extrêmement influencé par Jacques Brel, hein. C'était très brélien, désespéré. Il est des quais de gare qu'on dirait de vieux ports où des cœurs s'évaporent, où des cœurs se séparent. Voilà, c'était, je dirais un peu, ça a commencé par du sous-Brel en fait, parce que voilà, j'étais vraiment investi, magnétisé par le personnage, par son écriture, par sa puissance, quoi. Et ensuite, ça a évolué. Ça a évolué, puis les chansons sont très vite devenues des sketchs, et en fait on se produisait chaque semaine dans un petit cabaret qui s'appelait Le Cancan, qui est à Montmartre, rue Le Pic, et donc c'est là que j'ai passé mes premiers sketchs, et avec parfois des succès, parfois des bides, et donc ça a été seulement après que j'ai commencé à prendre des cours de théâtre en fait. Et justement, il s'est passé quelque chose avec le théâtre, et on va en parler dans quelques instants avec une date, le 7 juillet 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Samitier. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie.
Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Samitier. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 7 juillet 1995. Si je vous parle du Festival d'Avignon, ça vous dit quelque chose, Thierry Samitier ? Alors, 7 juillet 95, C'est la première. Mon premier Avignon ? Ouais. D'accord. Quel spectacle ? Je mourrais pour toi si j'en avais les moyens ? Exactement, il y a eu Insoutenable aussi, non ? Oui, Insoutenable, c'est possible. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est des souvenirs lointains. En effet, Festival d'Avignon, par mes propres moyens, me semble-t-il, dans une salle qui s'appelait La Tache d'encre. C'est ça ? C'est ça. Bon. Et alors, comment vous êtes-vous retrouvé des chansons et des sketchs à écrire un one-man show et à faire le Festival d'Avignon, Thierry Samitier ? En fait, j'ai fait beaucoup de festivals. En fait, il y a un grand festival en Belgique qui s'appelle Rochefort, Festival du Rire de Rochefort. Il y a Tournon-sur-Rhône. Donc voilà, quand vous rentrez dans le circuit, vous avez quelques sketchs. C'est un peu le parcours. Vous faites des festivals et puis il y a eu Avignon qui permet en fait de vendre son spectacle et de rencontrer des programmateurs. Voilà, c'est un lieu de rencontre. À l'époque, il n'y avait pas autant de spectacles que maintenant, même s'il commençait à y en avoir pas mal, puisque maintenant, je crois qu'il y a à peu près 1400 spectacles, ce qui est incroyable, dans Avignon Off. Et en même temps, voilà, c'est un passage, je dirais entre guillemets, obligé, c'est-à-dire que ça permet de vendre son spectacle. Et puis, voilà, pour les artistes, c'est vraiment une débauche d'énergie énorme, parce qu'on fly, c'est-à-dire on tracte dans la journée, et le soir ou l'après-midi, on joue son spectacle. Donc, c'est vraiment un vrai combat, en fait. Oui, c'est d'abord ça coûte très cher, il faut vivre quelque part, quelquefois chez l'habitant, dans une petite chambre, dans une belle maison. Comment ça s'est passé pour vous, Thierry Samitier ? Alors moi, j'avais la chance d'avoir une amie qui habitait, qui avait une maison à Pont-Saint-Esprit, donc pas loin d'Avignon. J'avais aussi pris un petit studio dans Avignon, et puis j'avais également loué ma salle. Voilà, ça a été vraiment, disons, un mois de combat, de fatigue, mais aussi de beaucoup de joie. Il y a des personnes que j'aime beaucoup qui sont venues me voir, comme Gad Elmaleh, comme un certain nombre d'artistes qui ne m'avaient jamais vu. Donc voilà, ça a été aussi des belles rencontres. Et comment êtes-vous arrivé au One Man Show, justement ? En fait, c'est suite à l'écriture des sketchs au fameux café-théâtre Le Cancan que, après en avoir écrit une quinzaine de potables, j'ai construit un one-man show et j'ai commencé, je dirais, à jouer dans une petite crêperie qui s'appelait le Grenier Théâtre dans le 17e. Et voilà, c'est là que j'ai écrit, en fait, que j'ai joué mon premier one-man complet. Dans une crêperie ? Dans une crêperie théâtre, c'est-à-dire que les gens mangeaient et puis à la fin, ils écoutaient un artiste. Et après, vous gagnez beaucoup de galettes grâce à... Et exactement, et je me souviens même que les gens devaient traverser la scène pour aller aux toilettes, et ça arrivait pendant le spectacle que des gens passent devant moi et aillent aux toilettes. C'est des souvenirs quand même hallucinants, quoi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On le regarde, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas occulter les choses puisque tout le monde le voit, donc il faut être avec le public, il faut pas faire semblant de ne pas l'avoir vu. On essaye de s'en amuser comme on peut, mais c'est vrai que c'est un vrai exercice, quoi. Alors, ce premier one-man show vous a permis de trouver votre style, qui est un style assez particulier, parce qu'il y a des gens qui disent « mais Thierry Samitier, c'est très drôle, mais on comprend pas toujours parce que c'est totalement fou ». Oui, ça m'a permis de trouver mon style, et puis ça m'a permis aussi de me rendre compte que nos défauts peuvent être nos qualités. C'est-à-dire que ma nature un peu introvertie, un peu gauche, un peu lente, un peu à côté de la plaque, peut sur scène devenir une identité, un atout, une chance, un charme. Donc ça, c'est vraiment un moment vraiment jubilatoire, parce que toutes les causes de nos souffrances enfantines et puis de notre non-amour pour nous-mêmes peuvent devenir tout à coup des choses qui nous particularisent et qui font qu'on a un vrai personnage. Et ça, c'est magique. Et ce personnage est né petit à petit, ou alors brusquement ça vous est apparu ? Il est apparu notamment avec le travail. Il est issu d'un travail en fait avec une metteuse en scène qui s'appelle Eliane Gallet, et donc qui m'a poussé à aller vers plus de sincérité au lieu d'aller vers l'exubérance. Et ça a été quelque chose de très important pour moi. Et le titre a surpris beaucoup de gens. Je mourrais pour toi si j'en avais les moyens. Oui. Ça a dû surprendre au départ. Parce que oui, je trouve que c'est très symptomatique, voilà, de mon écriture, de mon travail en fait. Je trouve que c'est complètement hypocrite, complètement décalé, complètement, voilà, ça me ressemble. C'est un avantage d'être décalé. Vous êtes décalé dans la vie aussi ?
Oui, ça arrive souvent que des gens me voient après être sorti de scène et je leur parle un petit peu. Ils me disent ah donc vous êtes aussi comme ça dans la vie, d'accord. Et il y a eu aussi un événement assez drôle, c'est que un jour j'étais à une époque je jouais avec une chemise à carreaux et une veste. Il y a une dame qui est la directrice du théâtre et qui me dit bon voilà on va pas tarder. Je suppose que vous allez vous mettre en costume avant de jouer. Et en fait j'étais en costume de scène, vous voyez, donc des petites anecdotes comme ça qui sont assez croustillantes. Et ça fait partie de votre vie quotidienne, c'est-à-dire que finalement vous vous retrouvez sur scène dans vos spectacles. Oui. Et d'ailleurs, un des gros apports de mon metteur en scène, ça a été de me faire avoir un costume spécifique pour la scène, parce qu'à l'époque, il m'arrivait donc d'avoir mon anorak de vie ou mes trucs de vie, de monter directement sur scène, quoi, de jouer comme j'étais. Et à un moment, un metteur en scène m'a dit, écoute, non, quand tu montes sur scène, tu es un personnage, tu n'es pas toi-même, tu mets donc ton costume, t'as un petit rituel où tu mets ton pantalon de scène, ta chemise de scène, ta veste de scène, et tu rentres dans ton personnage. Et ça, c'est vrai que ça a été un détail important. Vous avez accumulé les prix pour ce premier one-man show, ce qui est pas Oui. assez courant que ça. Alors, j'ai repéré le prix de la SACEM à Saint-Gervais, le prix à des festivals à Tournon-sur-Rhône, le prix du jury au festival de Bierge en Belgique. À chaque fois, il y avait des prix qui vous arrivaient comme ça. Ça vous aidait, ça vous surprenait, Thierry Samitier? C'était stimulant, parce que c'est vrai que pour l'instant, mes parents ne croyant pas du tout à un avenir artistique pour moi, c'est vrai que ça a été quelque chose de quelque chose de stimulant et de bon, voilà, une espèce de confirmation du métier qui n'est pas facile, hein. C'est un métier vraiment très très difficile. C'est complètement bête de dire ça, mais en fait, je crois qu'il faut vraiment faire ce qu'on aime. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un métier aride, en fait, où les gens suivent beaucoup le sens du vent. Quand ça marche pour vous, vous êtes le premier, tout le monde vous adore. Mais quand vous galérez, il y a plus personne. C'est très prévisible, en fait, comme comportement. Et je crois qu'on est dans un métier comme ça, en fait. Mais le fait d'avoir des prix, c'est toujours gratifiant pour l'ego, quoi. Et vous avez reçu plusieurs prix aussi pour d'autres spectacles, parce qu'il y en a eu d'autres, des one-man shows. Il y a eu Embrassez-moi, le Monte Cristo Show. Et pourquoi j'ai quitté Sharon Stone? C'est bizarre comme titre, expliquez-moi. Je trouve que ça correspond bien au côté mythomane de mon personnage, hein. C'est un mec, en fait, qui croit, c'est une espèce de Don Quichotte. D'ailleurs, Brel faisait également cette comparaison, et d'ailleurs il a monté une comédie musicale qui s'appelait Don Quichotte, c'est-à-dire que c'est un mec qui a un monde imaginaire complètement fantasmatique, et pourquoi j'ai quitté Sharon Stone, je trouve que ça correspondait complètement à ce fantasme, même si c'était pas vraiment l'histoire du spectacle. Mais Sharon Stone, ça faisait partie de vos fantasmes, Thierry Samitier? À l'époque de Basic Instinct, je trouve qu'elle était vraiment pas mal, hein. Ouais. Alors, curieusement, elle a fait comme vous, de hautes études. Elle a fait des études pour devenir avocate. Elle a fait des études de lettres et de beaux-arts. Et ensuite, elle est devenue actrice. C'est Chantal là-dessous. Non, ça c'est Sharon Stone. C'est Sharon Stone, Ouais, d'accord. Elle a fait Chantal là-dessous. Vous avez joué avec elle, mais c'est autre j'ai chose. joué avec elle, c'est pour ça que vous m'induisez en erreur. Non, elle a pas fait de hautes études, Chantal là-dessous. Ah. On a découvert à ce micro qu'on avait été dans la même classe par hasard avant le bac, et qu'elle était dans une boîte à bac parce que personne ne voulait d'elle et qu'elle travaillait pas. Mais alors je vais vous dire pourquoi vous m'induisez en erreur, c'est que dans la pièce Nelson que nous avons jouée sur Paris en 2015, elle était avocate. Oui. Donc de façon complètement, je dirais, directe, je me suis dit mais oui, Chantal là-dessous était avocate. Non, excusez-moi, je suis vraiment navré. Et ça m'étonne pas du tout ce que vous me dites, c'est-à-dire que Sharon Stone était avocate parce qu'elle a du bagou, elle a un charisme ça m'étonne pas du tout, quoi. Bon, en tout cas, je serai votre avocat auprès de Chantal là-dessous. D'accord. Pour pas de éviter problème. tout ennui entre vous. On D'accord. va se retrouver dans quelques instants, Thierry Samitier, avec une autre date importante pour vous aussi, le 6 septembre 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Samitier. 16h, 17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Samitier. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers aussi à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 6 septembre 1999. Thierry Samitier, c'est un soir important pour vous. Est-ce que vous vous souvenez du contexte? Non, c'est la télévision. Alors, il est possible que ce soit le début de mes chroniques à Canal+. Dans Nulle part ailleurs, exactement, des chroniques décalées comme vous. Oui, tout à fait. Comment ça se passait? Vous étiez dans le public et vous interpelliez quelqu'un. Voilà, j'interpellais l'invité, en fait, hein, et donc je posais une question qui commençait toujours par la même chose, c'est-à-dire bonjour John McEnroe, Thierry Samitier, Sergi Pontoise. Moi, la question qui m'interroge, c'est que et puis
puis voilà, la question durait 1 minute. Et toujours personnage insolent. Par exemple, pour McEnroe, je lui disais, voilà, John McEnroe, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais ce qui est dommage, c'est que vous manquez de précision sur le placement de la jambe d'appui. Donc sur les balles normales, ça va, mais sur les balles hautes, en fait, vous partez un peu, vous manquez de rigueur, en fait. Alors moi, j'avais ce défaut quand j'étais minime, donc je comprends, mais vous pouvez bosser ça, en fait. Et voilà, le petit branleur de merde qui va donner des conseils aux super plus grands joueurs de tennis, je veux dire du XXe siècle. Voilà, j'adorais ça, en fait. Et ils le prenaient bien en général, les invités? C'est toujours pareil, hein, les stars intelligentes le prennent très bien, et puis les autres le prennent moins bien, hein, je veux dire. Enfin, quand je dis intelligente, c'est pas une question d'intelligence, c'est-à-dire que il y en a qui sont beaucoup sur leur ego, donc forcément ils le prennent mal, et puis ceux qui sont vraiment ouverts le prennent bien. Et en l'occurrence, McEnroe avait très 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 bien réagi, est un type vraiment fantastique et qui ne ressemble pas du tout au personnage qu'on voyait sur le terrain, qui s'énervait contre l'arbitre, etc. Mais il a répondu très gentiment. Quand on voit votre style de chemise, on comprend tout de suite le style de mec que vous êtes. Parce que, voilà. Vous avez une chemise à carreaux? Une chemise à carreaux complètement ringarde, rouge et blanc. On aurait dit une nappe de restaurant. Voilà. C'était pas facile à trouver des chemises comme ça en plus. Pas facile, mais j'ai cherché, je l'ai trouvé. Et il y a eu quelquefois des soucis avec certains invités, des fâcheries? Je me souviens d'une chose assez difficile, c'est que j'avais préparé une chronique assez rude pour Charles Trenet. C'est-à-dire qu'en gros, c'était sur ses points retraite, où je lui disais, à l'époque, il avait quand même 83 ans, mais je lui disais, bonjour monsieur, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on a trop accumulé de points retraite? Parce qu'à un moment, et en fait, quand il est rentré, il était vraiment fatigué déjà, il y a une grande compassion du public pour lui, et donc ça a été un bide, mais monumental, que je ne regrette pas du tout, hein, faut pas regretter ses bides, mais voilà, à certains moments, c'est vrai que le fait que les questions soient préparées, il pouvait y avoir un décalage avec les invités. Il y a eu des peurs aussi, par exemple, quand Joey Starr était l'invité, on se disait waouh, comment ça va se passer, il va s'énerver, machin chouette. Mais en fait, la plupart des invités étaient assez, je veux dire, de bonne aloi et plein de bienveillance, on va dire. Pour Charles Trenet, je vais quand même vous donner une précision. J'étais là, en plus, dans les coulisses. Il était très tendu parce qu'il avait le trac. Oui. Il n'était pas du tout fatigué. Oui. Et il m'a après parlé de vous, d'ailleurs, en disant, il a l'air très drôle, ce garçon-là. Car il avait beaucoup d'humour, il ne supportait pas la retraite. Je me souviens un jour, il arrive dans une salle, il avait 78 ans, il y avait un quart de retraité de 65 ans. Il me dit, qu'est-ce que je vais chanter devant ces vieux? Donc c'est vous dire le personnage que c'était. Moi j'ai fait la même chose un jour à la télévision avec Mickey Rourke. Je suis arrivé avec des oreilles de Mickey. Je peux vous dire qu'il n'a pas du tout apprécié l'interview. Ah bon. Parce que c'est vrai qu'il y a des stars qui ont de l'humour ou non. Oui. Comment êtes-vous arrivé dans cette émission, Thierry Samitier? Je suis arrivé dans cette émission grâce à un copain qui s'appelle Kader Aoun et qui était le metteur en scène de Jamel et qui était aussi, disons, un comparse d'Alain de Greff, et donc qui m'avait vu le patron de Canal+, qui était le directeur artistique de Canal+. Et donc Kader m'avait aperçu, avait vu mon spectacle en intégrale à la Comédie de Paris, et donc il avait beaucoup aimé mon univers, et voilà, il m'a présenté Alain de Greff. Ça s'est fait comme ça, en fait. Et ça a duré 2 ou 3 ans. Voilà. Ça, c'était la fin de Nulle part ailleurs. C'est vrai que ça a été un moment délicat pour Canal, parce que ils auraient dû arrêter Nulle part ailleurs avec Gildas et Decaune. Ils ont essayé de le maintenir avec Guillaume Durand, avec Nagui, avec Thierry Dujon, et c'est un peu comme Le Grand Journal, c'est-à-dire qu'ils commettent l'erreur de vouloir continuer une émission qui est totalement identifiée à son présentateur. Voilà. Et vous êtes arrivé pendant 2-3 ans à tenir le choc et à faire tous les jours cette chronique. C'était pas facile. Oui, c'est vrai. Vous savez qu'à l'époque, ça ne devait pas s'appeler Canal+. Il y a eu une erreur d'impression sur un document officiel. Le projet initial, c'était Canal 4. Et c'est en voyant un 4 mal imprimé que André Rousselet, qui était le président fondateur, a eu l'idée de transformer ce 4 en plus. Et c'est comme ça que c'est né. Ça ne devait pas du tout s'appeler comme ça. Et les Guignols, au départ, c'était, bon, il y avait Patrick Poivre d'Arvor, mais il y avait aussi Françoise Sagan, et qu'on a totalement oublié, qui a été une des premières présentatrices des Guignols. Ça vous a apporté beaucoup de choses ces 2 années à Canal+, Thierry Samitier? Ça m'a apporté des contacts, ça m'a apporté, je dirais, une expérience de la télévision, ça m'a apporté du plaisir, voilà, ça a été oui, je pense
une étape de ma vie d'artiste, je dirais. Après, j'ai écrit des comédies à plusieurs personnages, mais je suis très content d'avoir vécu ce moment-là, en fait. On vous en parle encore quelquefois ? Ça arrive, oui, tout à fait. Il y a des gens qui m'interpellent en disant Thierry Samitier, Cergy-Pontoise, ouais, tout à fait. Ça, Cergy-Pontoise, ça marchait à chaque fois. On vous a fait citoyen d'honneur de Cergy-Pontoise ? Non. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, vous savez, je suis de Cergy-Pontoise, mais non, pas du tout, non. Alors, on pense que c'est votre première télé nulle part ailleurs. Non, c'est faux. J'ai trouvé une télévision en 1997, le 11 janvier, étonnant et drôle, où vous êtes aussi à l'affiche, une émission présentée par Patrick Sébastien. Tout à fait, et je joue un sketch qui s'appelait L'aide comptable stagiaire, et il y a eu un petit moment fort dans cette émission, enfin ex post, c'est que Eli Kaku est rentré dans ma loge et m'a dit écoutez, j'espère que ça va marcher pour vous parce que c'est vachement bien ce que vous faites. Et j'en ai parlé vendredi soir avec Thomas Gilou, le réalisateur de La Vérité si je mens, et voilà, ça a été un moment vraiment touchant, et c'est drôle parce que Eli Kaku était dans la vie en fait quelqu'un de plutôt introverti et plutôt timide en fait. Et finalement, vous n'avez jamais travaillé pour le metteur en scène de La Vérité si je mens ? Non, puisqu'on s'est rencontrés il y a à peine 4 jours là. Donc, mais j'espère qu'un jour on fera un film ensemble. Qui sait ? Alors justement, cette émission, c'était Patrick Sébastien, et Patrick Sébastien venait de passer sur France 2. Il était à l'époque avant à TF1. Il y avait eu quelques histoires avec Ozon où il avait été censuré, et il est venu faire cette émission avec vous, étonnant et drôle, et ensuite est né Le Plus Grand Cabaret du Monde. Lui aussi, il y a eu quelquefois des histoires avec la censure. Ça vous est arrivé aussi, des gens qui protestent contre votre personnage, contre le fait que vous alliez un peu trop loin, Thierry Samitier ? Pas tellement, parce que mon humour est pas trop bon, il y a des gens, oui, qui forcément il y a des gens qui comprennent pas votre humour, donc ça m'est arrivé par exemple à France Musique où je chronique que des personnes qui comprennent pas l'humour et donc mettent des commentaires acides ou acidulés sur mes passages, mais bon, ça c'est quelque chose qui existe toujours, et c'est quelque chose d'ailleurs qui devient presque inquiétant parce que par exemple, justement dans la pièce Nelson, on avait un petit lapin vivant, et on s'occupait très bien de ce lapin. Il y avait un vétérinaire, et on a eu des lettres de gens qui nous disaient oui, vous agressez, vous faites mal, vous torturez un lapin pendant cette pièce, c'est terrible. Et on se dit mais maintenant on n'aura plus le droit de dire un mot sans choquer quelqu'un, et ça devient, je dirais, parfois je fais un flashback sur les années 70 où je me souviens ce que sortait des proches, Coluche, ce que sortait Pierre Doris, les énormités de l'époque. Je me dis mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il se ferait, quoi? Il se ferait démonter complètement, quoi. Et votre histoire de lapin, c'est arrivé il y a pas longtemps à Francis Weber quand il a monté sa dernière pièce, Un animal de compagnie. Il y avait un poisson rouge. Eh bien, il y a eu tellement de protestations, de menaces qu'à la place d'un vrai poisson rouge dans un bocal où une sorte de ligue de protection des poissons rouges intervenait, il a dû prendre et faire réaliser un hologramme. Parce que sinon, ça ne passait pas. D'accord. Bah ouais, non, mais c'est assez hallucinant. Alors, vous êtes passé aussi du sketch à la comédie, et votre première comédie, c'est Ta gueule, je t'aime, qui est née, et ça n'a pas été facile à monter, ça non plus, Thierry Samitier. Oui, je l'ai créé en Avignon. J'ai en même temps qu'une autre pièce qui s'appelait Concession. Et en fait, les choses se sont un peu décantées lorsque j'ai fait une exceptionnelle à la Gaîté Montparnasse, et je suis le producteur Claude Martinez, qui était avec Paul Lederman, le découvreur de Coluche, le producteur des Gypsy Kings. Il a produit Bob Fosse au Châtelet, il a produit voilà des très belles choses, a flashé sur le spectacle et nous a produit à la Comédie de Paris, et ça nous a permis, disons, voilà, d'avoir une forme de visibilité. Là, j'ai eu le bonheur ensuite que des élèves du cours Florent le montent au cours Florent ou le jouent en Avignon, et ensuite qu'elle soit traduite pour être jouée en Israël, à Tel Aviv, en hébreu. Donc finalement des choses assez positives, mais c'est vrai que elle a pas, les médias, je dirais, lui ont pas donné une résonance très, je dirais, forte, on va dire. Alors comment est-elle passée au cours Florent et puis en Israël quand personne ne connaît cette pièce, outre que le public qui l'a découverte et applaudi à la Comédie de Paris? D'abord, c'est simple, c'est qu'elle a été quand même éditée aux éditions L'Œil du Prince, qui m'ont contacté après
après la Comédie de Paris, et donc j'ai accepté qu'elle soit donc publiée. Et puis des élèves du cours Florent l'avaient vue en fait à la Comédie de Paris, et donc ont décidé de la jouer et de la proposer pour leur concours de fin d'année. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe en fait. Vous voyez, c'est par des rencontres. Et vous avez travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Maria Sona Condé. Marie Sona Condé, tout à fait. Tout à fait. C'est une actrice black absolument génialissime, et c'était et ça m'a fait, et c'est drôle parce que je cherchais pour le rôle une Jacqueline Maillan, c'est-à-dire je voyais quelqu'un de quelqu'un de très nerveux, très comédie, on va dire, dans l'énergie, et je suis tombé sur Marie Sona que j'ai au téléphone d'abord, dont la voix était assez lymphatique, assez endormante. Je me suis dit bon, ça va jamais être possible, et dès la première lecture, il y avait une telle connexion et une telle sincérité dans le jeu, parce que c'est des comédies, on va dire un peu Woody Alleniennes, c'est-à-dire que c'est pas des grosses comédies à effet, vous voyez, c'est des comédies qui reposent sur une sincérité de jeu, sur le fait d'embarquer le public dans un univers. Et Marie Sona avait une telle sincérité, une telle puissance d'actrice que voilà, les choses se sont faites avec elle en fait. Et vous avez continué avec une comédie qui s'appelait Concession. Oui. Et vous avez obtenu un prix à Lyon, je crois, oui, au Festival de Noël de la comédie. Tout à fait, on a eu la Quenelle d'or, et j'étais assez fier aussi parce qu'il y avait une trentaine de comédies en lice, et avec une actrice magnifique qui s'appelle Marie Montoya, et voilà. Comment ? Bien sûr. Vous la connaissez ? Bien sûr. Ah bah, oui. extraordinaire, une actrice mais extraordinaire, je veux dire. Et moi j'ai du mal à comprendre à certains moments que des grands réalisateurs ne lui aient pas sauté dessus. Vous savez, c'est un peu les mystères de ce métier. C'est surprenant. Et moi, j'ai du mal à comprendre qu'avec de tels succès, vos pièces, les médias n'en parlent pas plus. Oui, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas fait les chers voisins, donc mon nom n'était pas connu. Et c'est vrai qu'on est dans un pays où Coluche le disait, en France, pour qu'on vous donne une chance d'avoir du succès, il faut déjà avoir du succès. Il le disait en 78, donc ça fait là il y a longtemps. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez du succès, et on va en reparler tout à l'heure dans quelques instants. Thierry Samitier, avec une autre date, le 3 mars 2017. A tout de suite sur Sud Radio avec Thierry Samitier. 16h-17h. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Thierry Samitier. Elle réveille vos souvenirs, des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent à travers une date, 3 mars 2017. Alors je vous le dis, c'est la première à la Comédie Saint-Michel d'un spectacle qui a eu lieu pendant 2 mois et qui va maintenant partir en tournée et qui reviendra à Paris. Ça s'appelle Parcours du combattant, entre guillemets, C-O-N. C'est encore un one-man show. C'est un one-man show, et c'est un retour one-man show, puisque mes dernières activités, ça a été la pièce Nelson, donc avec Chantal Latsou, et puis les tournages des voisins, et donc ça faisait quand même pas mal de temps que je n'étais pas revenu avec un one-man, donc ça me fait vraiment plaisir de revenir avec un vrai délire libre, on va dire, et une histoire à la fois très personnelle et très universelle. C'est-à-dire, oui, vous cherchez sur une fille et vous la cherchez dans la salle pratiquement pendant 1 heure. Voilà, ce qui se passe, en fait, c'est le début du spectacle commence par une espèce de western bidon. Et à un moment, le cow-boy jette son chapeau et dit « Jessica, je sais que t'es dans la salle ce soir, j'ai mis la fille du spectacle chez ton boucher, ton médecin, ta banque, ton pressing, ta grand-mère. Attends, ne réponds pas. Il y a eu assez de guerre, de sang, de blanc. » Et il lui explique pendant 1 heure que maintenant il va mieux, parce qu'il a fait de la méditation, il a fait tout un tas de thérapies contemporaines, de la psychologie, la réflexologie plantaire, du feng shui, enfin toutes ces choses. C'est très très énergétique, parce que je me suis beaucoup intéressé à ça en fait. Et donc il essaye de lui prouver pendant 1 heure et quart qu'il est toujours, qu'il a trouvé un équilibre en fait, qu'il est bien, et on comprend petit à petit au fur et à mesure que le spectacle avance que le mec est quand même un peu disjoncté en fait, qu'on ne guérit pas de ce qu'on est. Et ça correspond à ce que vous êtes, Thierry Samitier ? Oui, je pense vraiment qu'on ne guérit jamais. C'est-à-dire que on peut s'accepter comme on est, et le fait de s'accepter, ça fait que il y a une douceur qui s'installe entre nous et nous. Mais je pense que je crois pas qu'on puisse guérir. Moi, je vois des gens qui ont fait de la psychanalyse pendant 30 ans, et je trouve qu'ils ont toujours des gros problèmes. Oui, mais vous cherchez à guérir de quoi ? Vous avez l'air d'un garçon normal, plein de joie, plein de vie, Thierry Samitier. Oui, mais vous savez, dans une relation, là, on est comme ça, mais comment est-on lorsque sa femme, par exemple, a oublié de ramener du pain ?
Non mais On prend de la brioche, non? Voilà. Comment est-on non mais là je rigole, mais comment est-on quand justement on est en porte-à-faux et que nos émotions sont en prise dans une histoire, parfois pour des détails idiots, mais c'est vrai qu'un autre personnage se réveille, ce que certains appellent le corps de souffrance, qui fait que qu'on n'est plus nous-mêmes en fait, et c'est là que qu'il faut faire un travail sur soi, et c'est là qu'on rentre dans une partie de nous qu'on ne maîtrise pas tout le temps et sur laquelle il faut certainement travailler. Et quand votre femme a oublié le pain, c'est un problème, ça vous met en colère? Vous la menez à la baguette, si j'ose dire? C'est juste inadmissible, quoi. Vous avez raison, c'est oui. quelque chose. Moi, aujourd'hui, j'accepte pas ça. C'est le genre de détail qui tue un couple. Ce spectacle a débuté comme d'habitude à Avignon, Thierry Samitier? Oui. Pourquoi? Oui, C'est une tradition maintenant. oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'étais fou de commencer un spectacle par Avignon, il faut aller à Avignon quand c'est prêt, quand c'est construit, mais en fait c'est une petite salle d'ailleurs avec un titre que j'aimais beaucoup, c'était le Théâtre de l'Ange, et comme je suis très sensible aux signes, pour reprendre le vocabulaire de Pablo Coelho, je me suis dit voilà, c'est un signe. J'ai commencé au Théâtre de l'Ange, et puis là je l'ai joué un petit peu à la Comédie de Paris, et je la reprends donc à la rentrée au Théâtre de 10h à partir du mois de septembre. Et vous serez le 10 juin à Blois pour une date Oui. exceptionnelle, je signale pour celles et ceux qui nous écoutent. Au Théâtre Montsabré à Blois. Alors ce spectacle aussi vous a valu des récompenses. Je crois que vous avez eu un DeVos de l'humour. dans votre Oui, carrière. alors c'est pas sur ce spectacle, hein. Le DeVos de l'humour, c'était il me semble en 98, un petit festival du côté de Tours, d'ailleurs pas loin de Blois. Et donc voilà, ça a été aussi un super beau moment, des super belles rencontres avec des personnes comme François Rollin qu'on retrouve souvent dans les festivals. Voilà, toujours des belles rencontres. Alors la maison de Raymond DeVos a été transformée récemment en musée à sa demande. D'ailleurs, il avait essayé de l'argent pour qu'une fondation puisse ouvrir au public ses souvenirs. Finalement, l'univers de Raymond DeVos, c'est pas très loin du vôtre, Thierry Samitier. C'est un grand compliment que vous me faites, hein. Mais en même temps que je vais peut-être récuser, parce que il y a trop de jeunes humoristes à qui on dit vous êtes le nouveau Raymond DeVos, et je trouve que Raymond DeVos avait un univers tellement unique et tellement personnel. C'était un univers plein de jeux de mots, mais qui permettait de rentrer dans un imaginaire qui était vraiment propre à son personnage, à sa folie. C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel à tous les niveaux, et admettons qu'il n'y aura qu'un Raymond DeVos. Oui, mais il avait une façon de travailler très particulière. Il dînait avec quelqu'un et il testait ses sketchs. Moi, je l'ai vu dans un restaurant se mettre à plat ventre, à genoux, pour tester des sketchs, pour voir si ça marchait sur le public du restaurant. Oui. Mais il y avait des univers communs avec ce que vous faites. Il y avait une folie, et je l'ai bien connu, qui correspond un peu à la vôtre, à votre personnage, Thierry Samitier. Oui, c'est vrai, une espèce de folie et de fantaisie cachée par un personnage, on va dire, qu'on pourrait croiser dans la rue et qu'on trouverait plutôt normal en fait. Hein, vous voyez, à la base, c'est-à-dire on n'a pas les cheveux verts, on n'est pas en short en plein hiver. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose de presque conformiste dans la carapace. Vous avez fait aussi, et c'est votre côté psychopathe justement, un recueil de nouvelles, Négociations avec Dieu. Ça, c'était aussi totalement délirant, Thierry Samitier. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec Dieu en fait, mais en fait j'ai décidé de l'appeler comme ça. Mais en fait, l'histoire a été la suivante, c'est que j'ai parrainé une association du côté de Nice, et en fait la directrice de l'association m'a dit qu'elle était éditrice, et elle m'a dit écoutez, si un jour vous avez quelque chose à publier, venez me voir. Donc je lui ai dit écoutez, moi j'écris des nouvelles, et puis si vous avez envie de les publier, allez-y. Et comme j'avais été vraiment très séduit par J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part d'Anna Gavalda, je trouvais que c'était vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas croisé un recueil de nouvelles aussi puissant, aussi joli. Je me suis dit que c'était bien de faire des nouvelles qui étaient bien sûr peut-être moins percutantes ou pertinentes que son recueil elle, mais en tout cas je trouve que c'est très adapté à notre époque, la nouvelle, parce que on peut lire en 10 minutes, un quart d'heure, on peut rentrer dans un univers. Moi j'aime bien ça. Et ça faisait partie de vos névroses que vous soignez aussi, de raconter tout ça? Pas toujours les miennes, parce que je faisais parler une caissière par exemple de Monoprix, je faisais pas forcément parler mon personnage, hein. Donc mais c'est vrai que l'écriture de toute façon est toujours curative. Et l'écriture, justement, au-delà des chansons, au-delà des sketchs, au-delà du one-man show, vous écrivez aussi des scénarios de films. C'est-à-dire qu'il y a eu un court-métrage, Hold Up, qui a eu un succès international. C'est assez étonnant, Thierry Samitier. Oui.
Oui, c'est vrai, c'est l'histoire en fait d'un gangster qui rentre dans une boulangerie fou furieux qui disait tu fermes ta gueule, tu donnes la caisse, et tu fermes ta gueule et je vais prendre 2 baguettes aussi. Et là la boulangère répond cuite ou pas trop cuite? Pas trop cuite. Mais en fait, il est petit à petit désarçonné par l'humanité de la boulangère qui reste complètement, je dirais, impassible et qui sent peu à peu, je dirais, le côté démuni de ce gangster de pacotille en fait. Et donc vous avez fait ce film qui a été sélectionné à Bucarest, qui a même été diffusé aux États-Unis. C'est un court-métrage, c'est assez étonnant. Comment ça s'est passé? Oui, c'est vrai que d'abord il a été France 2 l'a diffusé dans son émission Histoire courte, qui était donc une série de courts-métrages qui était diffusée le samedi soir, il me semble, assez tard dans la nuit. Et ensuite il a été, c'est vrai qu'il a fait un peu le tour du monde. J'étais surpris chaque fois que je recevais les lieux où il atterrissait. Ça m'a surpris. Et votre popularité, Thierry Samitier, vous la devez aujourd'hui à Aymeric du Bernet-Carton, personnage de Nos chers voisins, qu'on connaît par cœur. Comment est venue cette série? En fait, David Subtil, le directeur de casting, m'a appelé un jour pour me proposer ce rôle. David m'avait vu sur mon one man show, comme quoi c'est jamais gratuit de faire des petites scènes, des grandes scènes, peu importe. L'important c'est de faire en fait. Et donc il m'a proposé ce rôle. Et en fait c'est le rôle d'Aymeric, c'est le rôle que j'aurais vécu dans ma vie si j'avais choisi la voie parentale, c'est-à-dire si j'avais continué l'économie. C'est-à-dire un mec qui travaille à la banque, qui a des enfants, qui est plutôt un peu coincé sur les bords, plutôt maladroit, plutôt soumis à sa femme, et c'est assez jubilatoire de jouer ce personnage que j'aurais dû être moi. Et ce rôle est un rôle très prenant parce que Nos chers voisins, ça se tourne pratiquement au kilomètre. Comment on fait pour tourner aussi vite et aussi bien? C'est vrai que quand on est en tournage, c'est assez physique et assez éreintant, puisqu'on tourne à peu près 2 fois 3 mois par an, qu'on tourne de 8h à 18h, enfin 8h au habillage, maquillage, coiffure, on commence à 9h, et c'est de la comédie tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me croisent et qui nous disent vous devez vous marrer comme des fous, ça doit être le délire, et en fait c'est un vrai travail, parce que en plus on tourne souvent les sketchs d'été en hiver, c'est-à-dire qu'on est en chemisette alors qu'il fait 5 degrés dans les studios, et l'été on tourne les sketchs d'hiver, c'est-à-dire qu'on est en anorak, et il fait 40-45 dans un couloir, donc c'est vraiment un travail, c'est physique, mais c'est vrai qu'il y a une vraie équipe qui s'est constituée, il y a le meilleur de nous-mêmes qui ressort, c'est-à-dire que aussi bien Martin Lamotte que Gilles Alma qu'Isabelle Vitari sont des gens vraiment extraordinaires que je suis très content de comprendre, de connaître, et on vit le côté artisanal de notre métier, et c'est ça qui est bon. Et puis avec un succès que personne n'imaginait au départ, qui dure, à tel point qu'il y aura une nouvelle saison et même un film au cinéma. Oui, alors ça c'est dans les tiroirs, mais théoriquement donc repris du tournage en automne, et un téléfilm. Alors là attention, ça sera pas un prime time, ça sera un téléfilm, c'est-à-dire une histoire, un scénario, une fiction sur Nos chers voisins. Il faut savoir aussi, et je ne sais pas si vous le savez, Thierry Samitier, que l'ancêtre de ces sitcoms, c'est une série qui s'appelle L'incroyable Lucie, qui est passé aux États-Unis, 179 épisodes entre 51 et 67, la famille Ricardo, et Lucille Ball était la star complète, faisait rire tous les Américains. Il y avait 23 millions de spectateurs tous les soirs, et des stars comme Bob Hope ou Orson Welles ou Rock Hudson qui participaient régulièrement à ce genre d'émission. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas en France et qui marche aujourd'hui. Oui. Parce qu'au départ, ça s'intéressait personne, on n'y aurait pas cru. Il y a 10 ans, Nos chers voisins, ça n'aurait pas marché. C'est vrai, et maintenant chaque chaîne en fait a besoin d'avoir son programme court, parce que c'est une façon d'identifier aussi la chaîne. C'est un rendez-vous. Je me souviens quand j'étais gamin, il y avait la speakering qui parlait, qui annonçait les programmes, et je crois que maintenant ça a été remplacé par le programme court qui identifie une chaîne, qui lui donne une couleur, un humour, une légèreté, et voilà, on a eu la chance en fait que ça marche, et merci la vie. Oui, et merci la vie aussi, merci
aussi Danse avec les stars, parce que là, je vous ai vu en 2015 dans la saison 3, je crois, de Danse avec les stars. Ça a pas duré longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette émission? Comment êtes-vous arrivé là-bas, Thierry Samitier? Je suis arrivé là-bas par une proposition, en fait. C'est-à-dire que je sortais de 6 mois de tournage sur Les Voisins et d'1 an de représentation de Nelson. Et je crois que j'avais vraiment besoin de souffler. Et à ce moment-là, comme par hasard, on m'a proposé de faire Danse avec les stars. Moi, ça s'est pas vu pendant l'émission, mais j'adore danser. Parce que Ah oui, ça s'est pas vu. ça s'est pas vu. Mais en fait, mon père était maire d'une petite commune, et donc il y avait le bal des pompiers, le bal du rugby, le bal du COG, le bal des conseils municipaux. Et donc à 12-13 ans, je dansais le tango, la valse, avec des femmes de 40, 45 ans, avec je dirais toute la sensualité qu'un adolescent peut éprouver à ce moment-là. Et donc quand je suis venu à Paris en tant qu'étudiant, j'ai beaucoup fréquenté les dancing rétro où on dansait la valse, ce qui n'était pas de mon âge en fait. Et donc quand on m'a proposé Danse avec les stars, je me suis dit super génial, top, c'est exactement ce qu'il me fallait maintenant pour me reposer, pour danser avec des danseurs qui sont méga top. Et voilà, ça a été une expérience très intéressante, avec vraiment des danseurs haut de gamme, parce que les danseurs de Danse avec les stars sont vraiment des super professionnels, très pointus. Et ça a été une belle expérience où j'ai pas eu peur de me ridiculiser. Je me suis un peu ridiculisé, mais en même temps, bon, voilà, c'est mon personnage, donc c'est mon personnage d'être con, donc vous voyez, vous risquez rien en fait. En fait, je risquais rien, et ça a été une belle expérience en fait. Vous ne risquez que le succès qu'on va retrouver et qu'on espère pour vous à la rentrée avec ce seul en scène Parcours du combattant au théâtre de 10 heures, et puis dans toutes vos activités de théâtre, de cinéma, de télévision, et nos chers voisins bien sûr. Merci beaucoup. Merci Thierry Samitier, et à demain pour d'autres clés d'une vie. 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 Pour d'autres clés d'une vie.